Au cœur des vignes du Lyonnais, il règne une ambiance studieuse. Derrière les murs de ce château, une soixantaine de jeunes toqués s'acharnent depuis 6 mois pour percer les mystères de la gastronomie française. Attention parce que regarde, le diamètre il est différent. C'est un centre d'enseignement unique en France. Les élèves ici sont tous japonais et travaillent sous l'égide de professeurs de cuisine français réputés. Farine, anglaise, pain. Farine, anglaise, pain. Si vous faites du stock, ça va pas. Nous sommes à l'école Tsuji, une des plus prestigieuses écoles de cuisine japonaise, et c'est ici, en France, qu'elle a choisi de s'installer il y a 30 ans. Coût de la scolarité, près de 100 000 € pour 2 années de formation. Des élèves ultra motivés, ils ont réalisé leur rêve, apprendre leur métier dans ce qui est à leurs yeux le pays de la gastronomie, la France. Lorsque je rentrerai chez moi au Japon, je compte ouvrir mon propre restaurant. Un restaurant japonais avec une touche française. Je vais utiliser tout ce que j'aurai appris ici. Ils ont entre 18 et 24 ans, des chefs en herbe qui ne doutent pas un seul instant de leur future carrière. Et là en fait c'est leur menu d'apothéose, c'est eux qui ont choisi du début à la fin ce qu'ils vont faire. C'est très très fin et c'est très joli. C'est de la cuisine 3 macarons, 3 étoiles Michelin. Ce jour-là, les élèves ont carte blanche pour réaliser un menu complet pour une 50aine de personnes. Parmi les invités, des anciens élèves et leurs professeurs qui vont tout noter. La qualité des plats, du service et l'originalité des recettes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue au château de l'École. Nous avons fait finger food, chocolat, framboise, cassis. Vos professeurs peuvent être fiers de vous aujourd'hui. Vous avez fait du très bon travail. Que ce soit les amuse-bouches, l'entrée, le plat ou le dessert, c'était parfait. Personnellement, vous avez rempli mon cœur de joie. Des Japonais qui viennent en France pour apprendre la cuisine. L'image n'est plus tout à fait insolite. Merci encore. Des centaines d'apprentis sont ainsi formés chaque année. Merci. De retour dans leur pays, nombre d'entre eux deviendront des grands noms de la gastronomie et rejoindront le club des étoilés dont le Japon est devenu le phare. Car tout récemment, l'élève a surpassé le maître et c'est désormais vers le Japon et ses cuisiniers que les regards se tournent. Comment ont-ils fait pour s'imposer sur la scène de la gastronomie mondiale en quelques années? Quels sont donc les secrets de leur réussite? C'est un petit livre rouge qui nous a mis sur la route de Tokyo. Un petit livre rouge à l'origine d'une grande révolution dans le monde de la gastronomie. C'était il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie de l'édition japonaise du guide Michelin. Pour la première fois depuis un siècle, Tokyo décroche 197 étoiles, 3 fois plus de macarons qu'à Paris. La gastronomie française est détrônée, Tokyo est la nouvelle capitale culinaire mondiale. Nous nous sommes replongés dans le guide et nous avons trouvé celui qui voulait bien nous ouvrir les portes de ce monde mystérieux. Lionel Becca, un chef français étoilé installé à Tokyo depuis 4 ans. Nous l'avons rejoint dans la capitale nippone, derrière ses fourneaux. Lionel Becca a 32 ans et déjà 2 étoiles. Après 4 années au Japon, il est encore émerveillé par ce que le pays lui apprend. Leçon numéro 1, la pureté. Ce jour-là, il présente le tout nouveau menu de son restaurant à l'ensemble de la brigade. Un moment important, le résultat de plusieurs semaines de travail. Tout est allé très vite pour ce jeune Méditerranéen formé auprès de Michel Troisgros, célèbre restaurateur français. Lorsqu'il lui propose de prendre les rênes d'un restaurant au cœur de Tokyo, il n'hésite pas une seule seconde. La Saint-Jacques, bien marquée, avec beaucoup de fumée. Céleri qui est très puissant. Et jus de carotte très vivifiante. Citron vert. 3 goûts francs. Chaque serveur va goûter l'ensemble des plats et donner son avis.
Certains plats pourront être retravaillés en fonction de leurs remarques. Lui, quand il n'aime pas, il c'est bon. Là, et il ment pas. Je les écoute très souvent. Je dénature pas ce que je fais, je me laisse pas entraîner par leur goût. C'est très important de prendre en compte ce qu'ils en pensent. Parce qu'ils ont souvent raison. Des cuisiniers aux serveurs, tout le personnel du restaurant est japonais. Un choix volontaire pour Lionel qui, en arrivant à Tokyo, a voulu plonger de plein pied dans l'univers culinaire du pays. Sa cuisine, française au départ, s'est transformée grâce à la découverte de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Comme le dashi, un incontournable de la cuisine japonaise, un fond de sauce à base d'algues. De nouvelles créations ont vu le jour, avec des produits inconnus pour lui jusqu'alors, comme ces coquillages, les hamaguri. Il les cuisine avec une chantilly de champignons, du gingembre et une gelée de vin d'Alsace. C'est une de ses créations phares, symbole du pont qu'il a créé entre les gastronomies françaises et japonaises. La magoli donne ce côté iodé, comme ça, très fort, où il y a une vague. C'est comme si on buvait une tasse d'eau de mer, le champignon qui arrondit tout, la mousse qui arrondit tout, le gingembre et l'ail qui craque sous la dent et qui amène une espèce de force, une brutalité qui vient déstabiliser tout ça. Et le voile de Gewürztraminer, très parfumé. C'est des sensations très simples et en bouche, c'est quelque chose de complètement fou, quoi, qui plaît beaucoup aux gens. C'est un petit peu, ça m'a inspiré. Cabillaud cristallin et bouillon de citronnelle et coquillages, pommes fondantes et fenouil sauvage. Son succès, il le doit à une nouvelle manière de cuisiner et de concevoir les recettes. Chaque plat doit tendre vers la simplicité et le respect absolu des saveurs brutes des aliments. En France, un chef, très souvent, il pense son plat en termes d'ajout. C'est-à-dire qu'il réfléchit à une association ou deux, il avance comme ça et il ajoute petit à petit des ingrédients. Et il estime son plat terminé quand il n'y a plus rien à ajouter. Alors qu'un chef japonais va faire l'inverse. Il va avoir une idée globale, il va l'essayer, et lui, il fait le chemin inverse. Il pense qu'un plat est terminé quand tu ne peux plus rien lui retirer. Et ça, il faut d'abord comprendre ça pour comprendre la cuisine japonaise. C'est qu'il faut arriver à l'épure, presque d'extase. Parce qu'ici, on atteint vraiment l'extase culinaire dans la simplicité. Pureté, simplicité, équilibre des saveurs, ces 4 années d'immersion au Japon ont transformé, dit-il, le chef qu'il était jusqu'alors. Notre parcours gastronomique commence dès le lendemain matin dans le centre névralgique de la capitale, pour la leçon numéro 2, le goût des belles choses. Lionel nous a donné rendez-vous et il a décidé de nous surprendre en nous emmenant dans un supermarché. Impossible de comprendre selon lui la passion des Japonais pour la nourriture sans une promenade dans les rayonnages. Ils prennent déjà du plaisir à faire leurs courses. Nous, on prend le caddie, on va faire nos courses, allez, je veux ça, je veux ça. C'est déjà un plaisir. Ils y restent 1 heure ou 2 dans ce food store. Et ils choisissent, ils regardent. Et déjà, quand on achète une grappe de raisin, on a déjà du plaisir. Parce que c'est présenté avec tellement de soin, tellement de délicatesse, de sensibilité, qu'on a déjà un élan d'affection envers la nourriture. Et ça, c'est très important pour eux, ça commence ici réellement. Dans ce supermarché ordinaire, pas de surgelé ni de conserve. Tous les produits sont frais, soigneusement disposés et emballés. Rien n'est laissé au hasard. Donc là, on est dans un rayon de consommation un petit peu plus courante. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on utilise. La plupart des fruits et des légumes sont vendus à l'unité comme des pièces uniques, voire précieuses. La pêche est à 10 €. Reposez ça, monsieur, s'il vous plaît. Donc on peut pas toucher, parce que c'est radioactif. Voilà, c'est un produit de luxe, donc il faut pas le toucher. Voilà, ici c'est 10 €, 8, mangue à 8 €, c'est les mangues de Miyazaki, les pommes à 6 € pièce.
Et voici le fruit le plus cher du magasin, des melons vendus, 150 €. Moi je me suis habitué maintenant, mais vous allez me demander s'il est bon. Oui, il est bon, mais il ne justifie pas le prix. Hein. C'est la petite dentelle, la queue parfaite qui conditionne son prix. Il faut plus voir ça comme un cadeau de valeur, où au final il ne faut pas voir ça comme un simple fruit qui a été cultivé, où là, voilà, le prix a quelque chose d'indécent. L'année passée, un de ces melons s'est vendu 20 000 € lors d'une vente aux enchères réservée aux plus beaux primeurs. Un peu plus loin, les produits phares du magasin, les boîtes bento, le déjeuner quotidien pour des millions de Japonais. Voilà, donc là on a un bento sushi géant. La particularité qu'il y a ici, c'est qu'elle ne sera pas mangeable. C'est des sushis en plastique. Parce que le japonais consomme avec l'œil. C'est-à-dire que la vision de l'aliment va conditionner à moitié son achat. Donc évidemment, exposer des vrais sushis comme ça en vitrine, c'est impossible. Hein. Ça n'aurait non seulement pas une belle texture, mais ça deviendrait sec, ça se verrait. Donc comme ça, et pour tous, ça aussi, les bento box que vous voyez là, c'est de l'imitation. C'est du plastique et c'est fait par des chimistes qui trouvent les meilleures textures pour faire les choses. Bien sûr, des graphistes, des designers. C'est un très très gros marché au Japon parce que tout ce qui est exposé en vitrine, quasiment, n'est pas réel. Les Japonais mangeraient-ils d'abord avec leurs yeux? Cette exigence de l'esthétique, tous les chefs installés au Japon l'ont intégrée. Et aujourd'hui, de nombreux apprentis cuisiniers n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour s'en inspirer. Geoffrey, Jérémy, Martine et Agathe débarquent tout juste sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Tous sont élèves au lycée hôtelier de Nice et s'apprêtent à débuter un stage pratique dans les différents restaurants de l'île. Ils sont venus apprendre la leçon numéro 3, le respect des maîtres et l'exigence. Vous êtes un peu nerveux là, avant d'attaquer le stage? Un petit peu, mais bon, normal, parce que personne ne sait parler bien japonais, donc ce sera improvisation totale sur le terrain. Ils vont séjourner un mois dans la plus importante station balnéaire de l'île. Le Japon est devenu un passage obligé dans leur formation. Mais avant de passer au fourneau, initiation express aux règles de savoir-vivre, leur maître de stage débarque dans quelques minutes. Tu te lèves. Ensuite, tu salues en fait d'abord de ce côté-ci. Et ensuite, tu te retournes vers les entreprises. Et là, comme je disais tout à l'heure, donc en disant « Dozo yoroshiku onegai shimasu ». « Dozo yoroshiku onegai shimasu ». Voilà. Mais alors attention, quand tu le fais, comme je disais tout à l'heure, il faut marquer un petit peu quand même, hein, pour montrer que tu y mets du sentiment. Alors, Dozo yoroshiku onegai shimasu. C'est un stage déterminant dans leur formation? C'est très important parce que bon, déjà sur un plan purement pédagogique, c'est un critère déjà de notation, hein, qui plus est. Et là, dans un cadre aussi magnifique et dans un contexte complètement différent de ce qu'ils connaissent, ça va être très très important pour eux. C'est un moment important pour vous? Ah oui, je crois que je suis peut-être plus ému qu'eux, un peu plus angoissé d'ailleurs, parce qu'on va les lâcher dans le grand bain là. Mais bon, je les surveille de loin, d'un petit œil, paternaliste on va dire. Mais bon, petite émotion quand même. Voici Madame Noriko. Elle dirige les 2 plus prestigieux établissements de la station. Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de votre école. お手元の式次第に記載されていると同時、グリシエ・ジェレミー。とても緊張しているようですけれども。 Ne vous inquiétez pas, je veillerai sur eux. Considérez que je suis votre maman, hein, c'est vraiment une petite entreprise très familiale, donc soyez rassurés. Voilà, tout va bien se passer.
C'est le tout premier séjour au Japon pour Jérémy et Geoffrey, 17 ans tous les deux. Du pays, ils ignorent tout ou presque. Ils savent juste qu'ils sont là pour s'immerger dans une cuisine japonaise et acquérir le plus de techniques possible le temps de leur stage. Mes garçons, travaillez avec votre cœur et avec votre âme. Ils sont vraiment jeunes. Aujourd'hui, ils seront à l'épluchage et à la découpe. Et comme ça, on va voir ce qu'ils valent. C'est une bonne expérience pour eux. Un détail qu'ils n'ont pas prévu, c'est l'utilisation des baguettes, même en cuisine. À partir de maintenant, nous allons tout faire avec. Et on va commencer par cette farce. Moi je suis boucher. Nous on se sert pas comme ça des baguettes, puis il va beaucoup plus vite. Bon après c'est l'habitude quoi, mais bon. S'il nous le fait faire, dans 1 heure on y est encore quoi. Ça va. Faut bien le mettre à plat, il faut bien rouler aussi. Oui, c'est galère. Je pensais pas que c'était aussi dur en fait. Ça a l'air plus simple à la télé. La technique des baguettes est très difficile à acquérir au début. Chez nous, leur utilisation est un art. Et on préfère utiliser nos mains plutôt que des ustensiles. Il faut qu'ils gagnent en dextérité et se dire qu'ils doivent y arriver. Il n'y a pas le choix. C'était dur pour nous au début, mais les baguettes doivent devenir le prolongement de leurs mains. Geoffrey et Jérémy n'auront que quelques jours pour se faire une place dans la brigade pour pouvoir participer au service. Et ne pas se retrouver dans le rôle de simples spectateurs. Nous les retrouverons 2 semaines plus tard. En attendant, notre voyage gastronomique continue à l'extrême sud du pays, sur l'île de Kyushu. C'est là que nous retrouvons Lionel Becca et son assistante Kayako. Pour une 4e leçon, la qualité du produit et le souci du détail. Il est venu rendre visite à son fournisseur de poissons, cet homme, Kadokawa Yashuide, un des plus réputés de l'île. Regardez qui je vous amène! Il est 6 h du matin et la journée commence par la criée dans le port de Miyazaki. Les 2 hommes se connaissent bien et s'appellent presque tous les jours, l'un pour passer commande, l'autre pour fournir les meilleurs poissons du jour, qui seront livrés le soir même à Tokyo. Ici, on est à l'extrême sud de Kyushu. C'est-à-dire que c'est comme un delta d'où les poissons de l'Asie du Sud-Est remontent vers les mers plus froides du Pacifique. Et ici, je viens les prendre à un point où ils arrivent des mers chaudes et où donc ils ont une morphologie de climat tempéré. C'est-à-dire qu'ils ont développé très peu de graisse et ils ont un fumet qui est assez important. Les enchères démarrent et s'organisent autour de cet homme qui tient son bâton. C'est lui qui adjuge les lots au plus offrant. Tous les lots vont partir en moins de 20 minutes, alors il faut décider vite, sans se tromper sur la qualité des poissons. Alors, à combien tu me les fais, ceux-là? Ceux-là, c'est 2000. 2000? Ok, je les prends. Vendu. Non, c'est fini. Il y a eu un conflit là. C'est passé, il y a eu un conflit. Il se bat comme un diable pour me fournir le meilleur poisson qui soit. Et dès le 3e ou 4e mois, j'avais des caisses magnifiques qui arrivaient avec des poissons vraiment comme je les imaginais. Ils devancent ton désir. Et pour lui, il est déjà responsable de ton assiette. Il se sent déjà impliqué dans le plaisir du client. L'assiette du client, en fait, elle commence ici, quoi. Elle commence avec ce monsieur qui se bat pour acheter le poisson, quoi. Lionel, un conseil. Quand tu choisis ton poisson,
Tu regardes les ouïes et le ventre, bien sûr. Mais avant tout, le front ici. Tu mets ton doigt, et comme ça, tu juges de la qualité de la chair. Si elle est bonne là, tout le reste sera super. Compris? C'est mon travail de lui conseiller le meilleur. Roger, arimasu-ka? Umi arimasu-ka? Oui, bien sûr. Je t'ai pris toutes les caisses là-bas. Elles sont en train d'être chargées. Bah, il m'a acheté toute la rangée apparemment. Je sais pas si j'en ai besoin, mais il m'a acheté la rangée. Retour à la poissonnerie. Voici les lots du jour. Lionel va inspecter les poissons un à un et indiquer sa préférence pour affiner son choix. Celui-là me plaît pas. Celui-là me plaît pas, celui-là non plus. C'est une question d'âge du poisson. Quand ils se sont allongés comme ça en fin de vie, les rougets s'allongent et il y a moins de parfum. C'est-à-dire qu'au-delà de la taille, c'est la forme de leur corps. La forme, leur galbe est complètement pas le même. Et là, rien qu'au toucher, la chair est beaucoup plus molle. Ça se voit tout de suite. Donc je préfère pas. Avant de repartir, Lionel Becca est invité à lever les filets d'un thon entier avec un simple couteau, sous l'œil du maître qui va juger sa technique. Je plante ici. C'est tout de suite un autre gabarit. Il fait ça comme un chef. Les talents du poissonnier Yashuida sont réputés jusqu'à Tokyo. Chaque mois, il achète pour près de 100 000 € de poissons. Des poissons d'une qualité inégalée qui contribuent au succès d'une quinzaine de grandes tables à travers tout le pays. Et qui font le bonheur de Lionel. Le soir même, nous sommes revenus à Tokyo. Et quand la nuit tombe, des milliers de restaurants de rue surgissent. Il y en a plus de 200 000 dans toute la capitale, des plus simples aux plus réputés. Et ceux-là, contrairement à d'autres tables mondialement fameuses, se font très discrets. Lionel va nous emmener ce soir dans un de ses restaurants préférés, l'un des plus courus de Tokyo. Mieux vaut être recommandé, il faut des mois pour avoir une table. Voici le maître des lieux, Hideki Ishikawa, 3 étoiles, la distinction suprême. Nous découvrons les cuisines et la surprise, la pièce ne fait pas plus de 20 mètres carrés. Discrétion, humilité, à l'image du chef japonais, c'est la leçon numéro 5. Là, tu vois, tu n'as pas de régularité dans ta coupe. Il faut que ce soit précis sur le bord. Comme ça, tu vois. C'est bon? Vous avez compris? Ici, c'est un moment assez unique parce que d'un chef japonais très réputé, au-delà du fait qu'il y ait 3 étoiles Michelin, qui ouvre leurs portes comme ça à des étrangers, même avec une caméra, c'est assez rarissime. C'est bon, vous avez compris? Ce qui est important lorsque l'on mange, c'est de parfaitement sentir l'aliment en bouche. Et donc, c'est la manière de le couper qui détermine son goût. Je demande à mes cuisiniers d'avoir la foi dans tout ce qu'ils préparent. Ils doivent travailler avec leur cœur pour être constants et atteindre un niveau d'excellence. Il n'y a que comme cela que l'on satisfait les clients. Il est entouré par une brigade de haut niveau, qu'il a lui-même formée, moyenne d'âge 25 ans. Au Japon, les apprentis passent au moins 5 ans à observer avant de toucher un couteau. L'apprentissage est exigeant et méticuleux.
Ce soir, le chef a réservé une surprise à ses invités. Une préparation à base de champignons rares et précieux, les matsutake. Voilà le fameux champignon. Ça, c'est des champignons pour privilégier. Ah bah c'est cher comme la truffe. Ça s'appelle des matsutake. C'est un champignon qui se rapproche énormément du cèpe, mais avec encore plus de parfum, de fumée, une texture encore plus affirmée. Alors, voilà, quand on parlait de simplicité, de perfection et de profondeur, là, ça prend tout son sens. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Hein. C'est des champignons et du riz et ça vous met sur orbite instantanément. L'homme reste une énigme pour les critiques gastronomiques, qui se demandent comment un chef aussi discret peut-il servir une cuisine aussi créative. L'intéressé à son explication, elle est assez simple. À part quand je dors, il me semble que je pense cuisine et recettes tout le temps. Je me demande toujours comment faire mieux le lendemain. Je cherche des saveurs. Mon esprit est orienté vers le plaisir du client. Et je suis prêt à passer des heures, des jours entiers pour trouver le goût qui va le satisfaire. C'est dans notre culture d'être perfectionniste et de toujours vouloir aller plus haut. Toujours vouloir aller plus haut et ne jamais se contenter des distinctions. La cuisine, comme un don de soi, un sacerdoce. Comme un autre univers peuplé de goûts et de saveurs. Nous sommes retournés à Hokkaido en coup de vent saluer nos deux apprentis français, Geoffrey et Jérémy. Cela fait 2 semaines qu'ils ont commencé leur stage et visiblement tout va bien. Très bien même. Tous les deux participent à chaque service, à la préparation des plats. Jérémy dresse même les assiettes avec des baguettes. Chaque jour, ils ont découvert de nouvelles recettes et de nouvelles idées de présentation et de décoration et surtout, une autre façon de travailler. C'est un autre monde, c'est pas du tout la même cuisine. En France, ça bouge, et là c'est vraiment zen, posé. C'est vraiment impressionnant. Avec Geoffrey, on s'est étonné toute la journée, ça parle presque pas. C'était donc quoi? C'était... Je sais pas trop en fait. C'est quoi? Imo. Pardon? Imo. De la patate douce. C'est quoi? Imo. 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 Bientôt, ils seront de retour à Nice. Ce qu'ils auront appris ici fera peut-être la différence dans leur future carrière. C'est très nouveau que les cuisiniers étrangers viennent se perfectionner ici. Avant, c'était le contraire. C'est nous qui partions en stage en France. Ces jeunes vont faire le chemin inverse. Grâce à ce qu'ils auront appris ici, ils retourneront en France et pourront travailler dans le monde entier. J'espère que comme ça, ils transmettront nos techniques et tout notre savoir-faire. Un savoir-faire qui fascine, qui attire et qui s'exporte aussi. Il existe 400 restaurants japonais à Paris, leur nombre a doublé ces 10 dernières années. Dans le même temps, au Japon, près de la moitié des chefs étoilés sont aujourd'hui des étrangers. Notre voyage s'achève à Tokyo avec une dernière question qui nous trotte dans la tête. Et si le succès de la gastronomie japonaise était avant tout celle d'une cuisine familiale transmise de génération en génération? Notre dernier repas sur l'archipel, nous le passons en compagnie de Lionel. Pour une fois, il n'est pas au fourneau, c'est son épouse Shoko et sa belle-sœur Hiroko qui préparent le repas. Un repas typiquement japonais composé de plusieurs plats que chacun va se partager. Qu'est-ce que vous préparez ce soir?
Ce soir, on va vous préparer du maquereau avec des dés de tomates et quelques légumes crus. C'est un plat de saison. Ça va être délicieux. Les deux sœurs ont un secret de famille pour sublimer les plats. Des minuscules pétales de fleurs déposés juste avant de se mettre à table. C'est une fleur qu'on appelle kinome. Et qui donne quel goût? Ah, comment dire? C'est comme notre wasabi. Je ne connais pas le nom en français. En tout cas, ça donne une saveur magique. C'est notre mère qui nous a appris tous ces secrets. Au Japon, la tradition veut que les enfants participent à la préparation de tous les repas. Depuis que je suis toute petite, j'étais en cuisine avec ma sœur pour aider ma mère. Dis-leur ce que maman nous apprenait. C'était des choses simples, des recettes de base, des haricots, du tofu, du riz. Et c'est comme ça qu'on a appris les goûts et les saveurs, tous ensemble, en famille. Ici, les enfants aiment le goût du riz. Il faut surtout pas leur mettre de sauce. Ils se délectent du goût du riz. Alors c'est vrai qu'à déceler, c'est beaucoup plus délicat. Et pourtant, il y a un goût du riz, forcément. C'est même extraordinaire. Mais même moi, avant de venir ici, je ne savais pas réellement déguster le riz. Et donc rien qu'avec ça, rien qu'avec l'exemple du riz, je pense qu'on peut résumer la différence de finesse de palais qu'il y a entre les Japonais et les Occidentaux. Au moment de passer à table, la coutume est de remercier ceux et celles qui ont préparé le repas pour toutes les bonnes choses qu'elles offrent à manger. Si vous voulez le secret d'un bon sushi, posez une lamelle de poisson sur le riz, ajoutez-y un légume cru, une pointe de compote aux prunes, et vous plongez le tout dans le soja. Et là... Nous nous étions demandé au début de ce voyage pourquoi le Japon était devenu une destination incontournable pour les gastronomes du monde entier. Comment les grands cuisiniers décrochaient ici plus qu'ailleurs toutes leurs étoiles. Chacun, au fil des rencontres, nous a ouvert ses portes pour nous livrer ses secrets et ses savoir-faire. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que chaque plat était conçu comme une œuvre d'art. Mais ce qui semblait faire la différence ici est qu'elle n'était pas réservée à quelques gourmets fortunés. Elle était vivante et populaire. Elle était faite par tous et pour tous.